Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre de l'exécution du programme de la première année sciences et toujours dans le cadre des études géologiques relatives à la reconstitution de paléohistoire et des paléoévénements géologiques pour un paysage donné ou bien pour une région donnée, je vous présente cette capsule en fait qui expose l'étude granulométrique du sable. Alors, tout d'abord, on sait tous que le sable est généralement constitué par des grains dont les tailles sont variées et se répartissent entre deux dimensions, une petite dimension et une grande dimension. Le but du type P relatif à l'étude granulométrique du sable est en fait de déterminer les dimensions des grains et également de déterminer la distribution dimensionnelle de ces grains afin d'en conclure en fait le paysage d'origine ou bien les événements que le sable il a vécu. Alors pour ce TP on a besoin d'un équipement. En fait on a besoin d'une série de tamis qui sont donc assemblés dans une colonne avec un vibreur. On a besoin de tamis bien sûr. On a besoin pour la colonne de tamis on a besoin d'un couvercle qui va donc, c'est le premier élément, et d'un récipient qui n'est pas un tamis, c'est un récipient qui n'est pas troué. On a besoin d'une étuve pour faire chauffer le sable et éliminer l'eau. On a besoin d'un dispositif pour laver le sable au départ, d'une balance pour peser, et également d'un récipient et d'une brosse pour faire le nettoyage. Alors, généralement pour la préparation de l'échantillon, l'échantillon de sable est généralement lavé et décalcifié, lavé par l'eau, décalcifié par l'HCl et l'acide en général, et on le met au début dans le premier tamis. Vous avez ici la série de tamis, et cette série de tamis en fait elle possède des trous qui ont des dimensions bien précises, en partant du rond avec la dimension 2 mm vers le bas, et puis en descendant, puis la dimension des trous il va diminuer, comme ici on a 0,063 mm. Alors dans le premier tamis généralement qui est de calibre 2 mm, on verse en fait, vous voyez ici, on verse 100 grammes du sable qu'on veut étudier, puis on soumet donc la batterie des tamis à des vibrations pendant 15 à 20 minutes. Après tamisage, on pèse le refus dans chaque tamis. Je vais vous présenter ça à travers donc une petite animation. Alors, vous avez ici des tamis, 3 tamis. Le premier avec un calibre très grand, un calibre petit que le premier et le plus petit. Alors, tout d'abord, donc généralement, ces tamis, ils sont mis en colonne verticale. Ici, nous avons le récipient. Et il ne possède pas de trou, c'est pas un tamis, c'est un récipient. Et donc, on va essayer de mettre dans le premier tamis, donc notre échantillon de sable. Vous voyez ici, on met l'échantillon et on le soumet à des vibrations. Donc, le vibreur, il va faire vibrer donc la colonne. Et donc le sable et les grains de sable, ils vont passer d'un tamis vers l'autre jusqu'au dernier récipient. Mais chaque tamis, il va retenir bien sûr les grains qui ont un diamètre plus grand que le calibre. Ici, nous avons les petits grains, les suivants. Ici, nous avons les grains de grande taille qui ont été donc stoppés par le tamis. Et donc ici, ce qui reste dans le tamis, on l'appelle, donc il prend le nom de refus, et on parle de refus du tamis. Ici, bien sûr, nous avons quatre tamis. Ici, donc, ensuite, on peut représenter une courbe, une représentation graphique qui prend en abscisse donc le calibre des tamis, et en ordonnée, on a le cumul. Le cumul, c'est-à-dire à chaque fois on ajoute le refus de ce tamis, on va l'ajouter à celui-là. Le refus des deux, on va l'ajouter jusqu'à ce qu'on arrive à 100%, et on obtient bien sûr des courbes qu'on peut donc exploiter.
Alors, l'exploitation des résultats, donc, comme je viens de dire, généralement, on pèse le refus de chaque tamis et on reporte ça sur donc un tableau. Vous avez ici un tableau avec trois échantillons, l'échantillon 1, 2 et 3. Et vous avez ici donc les calibres. Ici, le calibre 2, 1,6, 1,25. Et on descend vers le plus petit calibre. Et dans chaque calibre, on va donc peser donc le refus de chaque tamis. On représente ça, comme je viens de dire, on peut représenter ça par ce qu'on appelle un histogramme de fréquence, c'est-à-dire qu'on pose ici les calibres, les diamètres des trous des tamis, et ici on va donc le poids du refus. Généralement, on obtient une courbe de cette allure-là, mais on peut obtenir une courbe bimodale, donc en fonction de l'allure de la courbe, on peut donc déduire beaucoup de choses. Également, on peut, parmi les choses qu'on peut faire avec les données, c'est de réaliser ce qu'on appelle la courbe cumulative. En fait, dans un tableau, on va donc représenter les calibres et le refus dans chaque tamis. Puis, dans une autre colonne, on va faire le cumul, c'est-à-dire dans le cas, par exemple ici, dans le diamètre numéro 2, nous avons 0 refus. Dans le diamètre 1,6, nous avons 2,4 grammes. Donc on va ajouter 0 à 2,4, ce qui va nous donner 2,4. Ensuite, 2,4 plus 5,7, ça va donner 8,1. Ensuite, 8,1 plus 14,7, ça va donner 22, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Et on va repartir ça sur une courbe. Ici, nous avons les calibres décroissant depuis le grand calibre 2 jusqu'au petit calibre ici. Ici, nous avons le cumulatif, c'est-à-dire le refus cumulatif. Et généralement, on obtient une courbe en S. Alors, la courbe cumulative permet de calculer un indice dit de Trask. S0 est égal à radical de Q3 sur Q1. C'est quoi en fait le Q1 et le Q3? Vous avez ici une courbe cumulative, ici, donc on a représenté, et vous avez ici donc le pourcentage cumulé, 0, 25%, 50%, 75%, ici on aura 100%. Alors on va essayer de projeter, donc pour leur donner 25%, on va chercher donc le calibre correspondant au millimètre, c'est ce qu'on appelle le Q3. Pour 50%, c'est ce qu'on appelle le Q2. Pour 75%, c'est ce qu'on appelle le Q1. Le calibre correspondant au millimètre, c'est le Q1. Alors, si on fait donc Q3 divisé par Q1, ça va nous donner l'indice de Trask. L'indice de Trask, il a un grand intérêt parce qu'il nous permet en fait de déduire un certain nombre de conclusions. Vous voyez ici que en fonction de la valeur de l'indice, on peut déduire beaucoup de choses sur le classement du sable et sur la distribution des grains. Alors si l'indice est inférieur à 1,23, on dit que le sable il possède un très bon classement. S'il est compris entre 1,23 et 1,41, un bon classement. Classement moyen s'il est entre 1,41 et 1,74. Un mauvais classement s'il est entre 1,74 et 2. Un très mauvais classement s'il est supérieur à 2. Et bien sûr ici également la courbe cumulative, ça nous permet également de déduire l'origine du sable. Vous voyez ici nous avons 4 courbes A, B, C, D et E. Et ici nous avons les calibres décroissants, 2 mm jusqu'à 0,002 mm. Et on voit bien que les courbes ne se placent pas de la même façon. Si vous avez une courbe qui se place vers les gros calibres, comme ici, c'est qu'en fait il s'agit d'un sable fluviatile avec des éléments très grands. Si vous avez votre courbe comme ça, comme le B, il exprime en fait des sables provenant d'une moraine. Si vous avez une courbe en S comme C par exemple, vous voyez qu'il est au niveau du milieu des différents calibres. C'est un sable marin côtier. La courbe T, elle exprime un sable fluviatile.
Et la courbe E, on constate qu'il contient surtout les éléments de petit calibre. C'est un laos, si vous voulez, ce sont des grains de petite taille qu'on trouve surtout dans le Sahara. Il exprime surtout donc un sable saharien. Alors, ce qu'on peut conclure en fait, c'est que la comparaison des résultats obtenus avec différents sables permet d'émettre des hypothèses sur les conditions de leur transport, c'est-à-dire qu'on peut déduire l'agent de transport, est-ce que c'est l'eau ou bien c'est le vent, et on peut déduire également des conclusions sur le milieu de dépôt, est-ce que c'est le fleuve, est-ce que c'est la glace, est-ce que c'est la plage, est-ce que c'est le Sahara. Et je vous retrouve pour une prochaine capsule et au revoir.